Nous sommes de retour sur le plateau de l'Actu C'est vous. On passe désormais au deuxième plateau de cette émission. On reçoit donc le collectif pour une sécurité sociale de la mort, un collectif, comme je vous le disais, qui lutte contre les inégalités sociales devant la mort. En effet, dans cette société capitaliste, monétarisée, nous n'avons pas tous les mêmes moyens pour financer les obsèques de nos proches. C'est ce problème, parmi d'autres, qu'Alban Baudouin et Jean-Loup de Saint-Phal veulent régler en proposant la mise en place d'une sécurité sociale funéraire. On en parle tout de suite avec eux. Et ensuite, on aura également au téléphone Gaëlle, une ancienne conseillère funéraire, qui nous confiera son expérience. Pour tous ceux qui ont été confrontés au décès d'un proche, on sait à quel point de nombreux paramètres doivent être pris en compte assez rapidement. Et ce n'est jamais évident à gérer, surtout quand on est impacté forcément émotionnellement. Cela représente une grande charge mentale auquel il faut ajouter le coût des obsèques. Selon UFC Que Choisir, le coût moyen des obsèques est de 3 800 €. Évidemment, tout le monde ne peut pas payer une telle somme. La question se pose, sommes-nous tous égaux après la mort ? C'est pourquoi Alban Baudouin et Jean-Loup de Saint-Phal ont comme projet de créer une sorte de sécurité sociale de la mort. On en parle dans le détail avec eux. Bonjour messieurs. Bonjour. Ma première question, en fait, elle est assez classique, on va dire. Je pense que c'est la première question qu'on vous pose généralement. Comment est née cette idée de cette sécurité sociale funéraire ? En fait, on était assez intéressés par les questions de sécurité sociale en général. Notamment, on suivait pas mal les travaux de Bernard Friot, qui vient souvent aux médias, je crois. Exact. Et on se disait, mais cette idée, on pourrait l'étendre à d'autres secteurs. Et un jour, Alban a perdu son grand-père. Et il m'appelle, il me dit, pourquoi pas la mort ? Alors au départ, c'était juste une idée en l'air comme ça. Puis on a commencé à lire des articles de sociologues, à rencontrer des agents funéraires. Et on s'est rendu compte qu'en fait, effectivement, il y avait bien un problème avec ça. Puisque, de manière classique, comme on l'a vécu nous-mêmes, quand on est confronté au deuil, on ne pense pas politique. On pense à ses proches, on pense à soi-même, on pense à la personne disparue, évidemment. Et donc, en fait, on n'a pas la tête à réaliser l'étrangeté que ça a que la mort soit un marché. Et en fait, quand on a commencé à rentrer dedans, ça nous a semblé une évidence. Donc, est-ce que ce que vous proposez concrètement, en gros, ce serait quoi concrètement ? Alors la première chose qu'on propose, c'est qu'il y ait déjà déjà on financerait la sécurité sociale de la mort par une cotisation sociale, une nouvelle cotisation sociale, qui première chose viendrait prendre tous les frais d'obsèques en charge, remboursement total des frais d'obsèques pour tous les décès sur le territoire français. Il y a déjà des aides qui existent aujourd'hui. On peut avoir un recours à une aide de la sécurité sociale, de la caisse d'assurance retraite. Mais le problème de ces aides aujourd'hui qui existent, qu'on peut réclamer, c'est que précisément on ne les connaît pas. Oui. Quand on est endeuillé, comme disait Jean-Loup, on n'a pas le temps de penser à ça et donc généralement on s'en rend compte trop tard. Problème plus grave, c'est que des agents funéraires ne savent même pas que ces aides existent, alors que ce serait peut-être à eux de dire qu'il faudrait trouver ces aides. Donc il existe des aides, mais la première chose qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une cotisation automatique, universelle, qui prenne tous les frais d'obsèques en charge pour tous les décès sur le territoire français. Une cotisation universelle. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de penser au travail des agents funéraires. On ne veut pas dissocier les familles des agents funéraires et donc la cotisation sociale que l'on souhaite mettre en place, qui financerait le remboursement des frais d'obsèques, aurait aussi comme objectif de financer le salaire des agents funéraires, qui ne serait plus payé par l'entreprise dans laquelle ils travaillent, mais par la sécurité sociale elle-même. Donc pour les deux objets de la sécurité sociale de la mort, le travail des agents et le remboursement des frais d'obsèques des familles, c'est la sécurité sociale qui prendra ça en charge, donc la cotisation. C'est pas l'État, mais la sécurité sociale, donc pas un impôt, mais une cotisation, et c'est très important pour nous. Et est-ce que justement, j'imagine que vous avez rencontré beaucoup de gens pour mettre ça en place. Est-ce que les politiques que vous avez pu rencontrer sont sensibles à votre démarche ? Et est-ce que, qui parmi les politiques, dans quel groupe politique, en fait, on trouve que votre démarche est intéressante ? Alors, pour l'instant, on a essayé de contacter un petit peu autour de nous, tous les parlementaires possibles. On s'est refusé le Rassemblement national pour une raison très concrète, c'est qu'on a établi avec les membres du collectif une charte des droits des morts et des endeuillés qui commence par un seul point qui est l'universalité. C'est-à-dire que, Alban l'a bien dit tout à l'heure, il s'agit des décès sur le territoire français, pas des décès des personnes ayant la nationalité française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour une personne qui n'a pas la nationalité sur la question des obsèques de mourir en France. Souvent, il y a des pays qui proposent le rapatriement, mais pas tous. Le Maroc, pas l'Algérie, par exemple.
Donc c'est pour ça que cette question de l'universalité exclut de fait le Rassemblement national, vu les idées qu'ils mettent en avant, tout simplement. Ouais. Voilà. Par contre, par ailleurs, on ne s'est pas vraiment fixé de limite. On s'est dit, nous, bon voilà, j'ai parlé de Bernard Friot, on a des convictions qui sont les nôtres, mais on s'est justement dit aux politiciens de nous dire oui ou de nous dire non. C'est pas forcément à nous, en amont, de précéder. Et alors, ceux qui nous ont dit oui, de fait, du coup, ben, c'est globalement, ça correspond pour l'instant au groupe NFP, NUPES, etc. On a eu par exemple Adrien Clouet ou Christophe Bex de la France Insoumise, Daniel Simonet de l'Après, ou encore Yann Brossat du Parti communiste français, qui ont signé une tribune qui va sortir dans Libération cette semaine, appelant à une sécurité sociale de la mort. Mais on espère que d'autres députés, d'autres bords politiques aussi, rejoignent ce mouvement-là. Et ça, ce sera aussi le travail des parlementaires eux-mêmes Bien que j'ai sûr. cités, d'aller les chercher. Et justement, est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont un système qui ressemblerait à ce que vous proposez? Alors, on cite pas mal les exemples suivants. D'abord, il y a au Québec, il y a 50% du marché funéraire qui est géré par des coopératives. Nous, on se base beaucoup sur le système coopératif qui fonctionne du coup de la manière suivante, c'est-à-dire qu'une coopérative funéraire n'a pas pour objectif la lucrativité et les coopératives sont gérées de manière partagée entre les usagers et entre les salariés eux-mêmes. D'autant plus que les coopératives mettent en place un forfait d'accompagnement, c'est-à-dire que quand on va dans une pompe funèbre, les pompes funèbres lambda, on va dire qu'on a un devis qui nous est proposé avec des prestations obligatoires et des prestations optionnelles. Les coopératives, non, elles proposent un forfait d'accompagnement que l'on achète pour pouvoir, enfin que l'on paye pour pouvoir se faire enterrer chez elles. Donc c'est un peu plus sain. Donc au Québec, la moitié du marché funéraire fonctionne sur le modèle coopératif. C'est un premier exemple. Nous, on souhaite que le modèle coopératif s'étende en France. À Genève, par exemple, pour les habitants genevois, les impôts locaux font qu'on est enterré aux frais de la ville. En Afrique de l'Ouest, il y a le système des tontines aussi également qui existe, qui permet de financer sur l'échelle d'un quartier ou d'un village les obsèques, avec en plus, et c'est très intéressant, une gestion aussi qui est coopérative dans le sens où c'est démocratique, le fait que les cotisations qui sont mises au pot commun dans le quartier ou dans le village sont gérées par une présidence tournante dans le quartier ou dans le village, ce qui permet d'avoir et une mainmise financière sur la mort à l'échelle du quartier du village, et en plus une gestion démocratique, le pouvoir est entre les mains des intéressés eux-mêmes, et donc des endeuillés et des familles. Et ça, c'est très intéressant. Effectivement. Comment vos propositions sont accueillies par le milieu funéraire, et notamment les grandes entreprises qui gèrent le secteur de la mort? Alors, ça dépend. En fait, pour ce qui est des agents funéraires eux-mêmes, les retours en général sont plutôt bons. Ce qu'on essaye, c'est de ne jamais blâmer les agents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile d'être agent funéraire. Enfin, on en reparlera Gaël tout à l'heure. Mais c'est vraiment pas l'agent de base qui s'enrichit. C'est vraiment tout un actionnariat qui est derrière les deux plus grands groupes français. Mais même les salariés de ces deux groupes-là, ce sont des gens qui, la plupart du temps, essayent de bien faire leur boulot. PFG et Funecap, ça, les deux. Tout à fait. Et qui elles-mêmes possèdent tout un tas d'autres entreprises. Par exemple, la Maison Borgnole, qui est assez connue dans le monde du funéraire, elle est possédée par OGF PFG. C'est vraiment deux grands groupes capitalistes. Et donc, ces deux groupes, vis-à-vis de nous, pour le moment, ont une attitude indifférente. Peut-être qu'à l'issue de cette semaine où on bouge beaucoup, on va avoir déjà ce moment-là ici, on va un peu probablement changer de dimension sur le plan médiatique, donc peut-être que ça va les faire réagir. Pour l'instant, l'indifférence est la règle, mais du côté des indépendants ou des fédérations de pompes funèbres, il y a à notre égard, je dirais, la proposition est conçue comme étant logique et intéressante, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'est pas réaliste de la mettre en œuvre. Du côté des directions. Par contre, du côté des agents, on a déjà des syndicats, on a déjà des directeurs indépendants ou des agents qui travaillent dans des pompes funèbres indépendantes qui soutiennent et même qui ont rejoint le collectif. Donc plusieurs sons de cloche différents selon aussi la structure concernée. Très bien, en fait, c'est une transition toute trouvée pour prendre en ligne au téléphone Gaëlle, une ancienne conseillère funéraire. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Merci d'être avec nous. Que pensez-vous justement de ce que proposent Albin Baudouin et Jean-Loup de Saint-Phal? C'est une proposition qui permettrait d'éradiquer un petit peu toute cette valeur marchande qui empoisonne un peu la manière dont on va faire ce métier, parce que pour beaucoup, quand on se lance dans le conseil funéraire, dans l'accompagnement des familles, l'aspect rendre hommage, la spiritualité est censé être au cœur de notre métier, les échanges avec les familles.
Et en fait, très rapidement, on se rend compte que le premier document qu'on présente, c'est un devis et qu'une bonne partie des échanges qu'on va avoir avec la famille seront liés à leur capacité financière ou non à rendre l'hommage qu'elle souhaiterait. Et ça nous met dans une position en tant que conseiller funéraire, conseillère funéraire, dans une position très inconfortable où le moindre service est monétisé et tout le monde n'a pas les moyens de faire des obsèques en grande pompe, si on peut se permettre comme ça. Pourtant, faire des prestations qui soient tout à fait honorables et de pouvoir rendre un bel hommage n'est pas forcément quelque chose qui coûte cher. Après, la dignité peut ne pas avoir de valeur, ne doit pas en fait avoir de valeur. Et avoir une possibilité d'une sécurité sociale qui vienne sécuriser notre travail et la manière dont on le fait nous permettrait de pouvoir appuyer vraiment sur le fond de notre métier qui est d'accompagner des personnes en deuil. Justement, ces grandes entreprises les entreprises du secteur, elles sont, j'imagine, méfiantes de la proposition. Enfin, comme vous le disiez tout à l'heure, certes, enfin, vous, pour l'instant, ne vous considère pas trop. Est-ce que vous comprenez cette méfiance parce que, d'après leur logique, qui est une logique capitaliste? Euh, En, euh, en gros, ma question, c'est de vous demander si d'après votre expérience, la proposition qui est faite par le collectif de la sécurité sociale de la mort a une chance d'être entendue par les gens de ce secteur, les entreprises. Est-ce qu'elle a une chance d'être entendue, cette proposition? Pour vous, les agents, oui. j'ai l'impression qu'effectivement, c'est une proposition très intéressante, mais pour vos patrons, est-ce qu'ils auraient été capables d'entendre ce que Alban et Jean-Loup seraient venus leur proposer? En tout cas, les patrons que j'ai côtoyés, oui, moi je n'ai pas travaillé pour un des gros groupes, ni OGF, ni Funecap. J'étais dans une agence indépendante où on avait malgré tout une sécurité et une bienveillance qui nous donnait une liberté de pouvoir exercer notre métier comme on le souhaitait. Ce qui n'est pas du tout le cas partout. Des patrons des agences comme pour lesquelles j'ai travaillé, oui, ils peuvent totalement adhérer à l'idée du collectif, puisque à terme, ils auraient aussi un confort à gagner, quelque chose de bien meilleur pour leur pratique professionnelle. Vous parliez tout à l'heure de parfois cette difficulté de ce métier où la première chose que vous proposez, c'est un devis. Est-ce que c'est pour ça que vous ne faites plus ce métier-là? Est-ce que c'est cette difficulté-là au quotidien d'être confronté à des familles endeuillées et de devoir être dans une logique marchande? Ou est-ce que c'est autre chose qui vous a fait quitter ce métier? J'ai pas vraiment quitté ce métier. Ah, tant pour moi. Non, je vous en prie. En fait, je ne suis actuellement pas salariée. C'est-à-dire que je n'exerce pas ce métier de manière salariée. Je suis en recherche d'un poste qui réponde à une éthique et à une morale qui est celle du collectif notamment. Et les agences existantes qui le proposent sont des agences qui sont indépendantes et qui font face à une concurrence qui est écrasante et déloyale des gros groupes, donc qui ne peuvent pas toujours se permettre de dégager un financement pour un salaire. Donc je me fais face à cette difficulté-là pour retrouver un travail, et là, l'orientation que cette recherche prend, c'est plutôt de fonder une coopérative funéraire. Là où j'ai quitté mon précédent emploi, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées en ligne de compte. Effectivement, la valeur marchande et la pression commerciale de ce métier en faisait partie. La charge de travail aussi en est une autre. Et tout un contexte de vie plus personnelle qui m'ont poussé à partir. Et tout cela mélangé ont mené à un burn-out, mais un burn-out qui ne m'ont pas du tout dégoûté de ce métier, parce qu'on fait un métier qui est beau, qui est essentiel et qui est nécessaire, et qui n'est pas du tout mis en valeur. Le collectif, justement, se bat pour mettre ce métier en valeur et lui donner la valeur qu'il mérite. Et une rémunération à la qualification, comme mes camarades vous ont présenté avant, permettrait aussi de redonner une reconnaissance qui n'existe actuellement pas pour les employés du funéraire. Ça a participé à me fatiguer énormément. Mais c'est pas pour autant. Ce métier, je l'aime et je continue de vouloir le faire. Officier une cérémonie me manque énormément. C'est tout à votre honneur, malgré les conditions. Restez avec nous. Messieurs, vous venez d'entendre donc Gaël. Vous, dans le projet, il y a la volonté d'avoir une convention avec des règles à respecter, notamment sur les conditions de travail. Ça rejoint un peu ce qu'elle vient de nous dire. En fait, il y a quelque chose dans votre projet où, justement, on pourrait mieux respecter les conditions de travail. Oui, en fait,
Ça nous semble essentiel en réalité. C'est-à-dire que mettre en place une cotisation, comme l'expliquait Alban, qui prend en charge certains éléments des obsèques de manière inconditionnelle et automatique, c'est très bien, ce serait vraiment mieux, mais on aurait fait la moitié du chemin. C'est-à-dire que les entreprises funéraires pourraient continuer à exercer des tarifs plus élevés que ce qui est remboursé, plus élevés que les prestations remboursées. Je dis n'importe quoi, si tout est remboursé sauf le capiton qu'on met au fond du cercueil, ils mettront des capitons très chers. C'est vraiment pas une méchanceté ou un sadisme, mais vraiment le fonctionnement normal d'une entreprise à but lucratif. Donc c'est pour ça que nous, ce qui est essentiel, c'est que il faut que les entreprises qui puissent bénéficier de la carte vitale comme moyen de paiement soient des entreprises qui respectent un certain nombre de critères. Et donc notamment vis-à-vis des salariés, de donner une vraie place aux salariés dans la gouvernance de l'entreprise. Et le modèle qu'on trouve bon, c'est celui des coopératives funéraires. Il y en a une dizaine en France. Donc ce sont des SCIC, c'est-à-dire que les salariés décident, mais pas seuls. Ils décident avec aussi les usagers qui ont payé une part modique. C'est pas de l'actionnariat, parce qu'en fait, ils auraient pu payer 3 000 ou 100 euros, que ça leur donne la même part dans une assemblée générale, où ils prennent un certain nombre de décisions pour l'entreprise, mais ils doivent se confronter aussi au collège des salariés réunis en coopérative. Et ça nous semble le meilleur modèle possible pour créer ces entreprises conventionnées de la sécurité sociale de la mort. Parce qu'en fait, le problème de la mort aujourd'hui, c'est qu'effectivement, comme vous l'annonciez dans l'intro, c'est du tabou aujourd'hui. La mort n'a plus la place centrale qu'elle avait dans la société avant, où en France, avant, mon arrière-grand-mère, quand elle est décédée, il y a eu une veillée dans les Cévennes, il y a eu une veillée pour sa mort. Ça n'existe plus, quasiment plus. La mort est vraiment reléguée aux professionnels. C'est pas seulement la faute des professionnels, c'est aussi parce que on a mis un voile sur ça. Et donc l'intérêt de construire des entreprises de manière coopérative, ce serait aussi de réapprendre à parler de la mort. Sur toute la lancée aussi de ce qui existe avec les cafés mortels, qui sont des initiatives associatives où les gens se réunissent pour parler de la mort. Eh bien, on pourrait, dans le même esprit, se dire que la gestion de l'argent de la mort aussi, c'est quelque chose qui doit se faire de manière démocratique, en mettant le sujet sur la table et en osant l'aborder un peu plus que ce n'est le cas dans ces dernières décennies. Vous menez des actions, et notamment, j'ai cru lire, des conférences ludiques autour de la mort. Quelles actions vous allez mener là prochainement, et qu'est-ce que c'est que ces conférences ludiques? Ça m'a intrigué du coup. Alors le terme officiel, le terme standard, c'est conférence gesticulée. D'accord. C'est une initiative qui a à peu près 15 ans, à peu près, il me semble. Et ça a été mis en place par Franck Lepage, qui fait l'éducation populaire. Et le but, c'est que chacun, partant de son vécu, parle d'un sujet politique, globalement, ou de son travail, ou de sa vie. Et donc nous, on a proposé au début, quand on a créé le collectif, il y a à peu près 2 ans et demi, on diffusait l'idée d'une sécurité sociale de la mort par le biais de cet outil qu'est la conférence gesticulée, qui est une sorte de spectacle qui passe mieux, c'est-à-dire qu'on aborde des termes qui sont un peu difficiles, des fois un peu techniques, mais on abonde ça de moments un peu personnels ou d'anecdotes, qui fait que ça permet de parler du sujet. Et au niveau des actions qui sont à venir, donc la conférence gesticulée, on a tourné avec dans une vingtaine de villes. Là, elle est un peu en pause pour le moment. Donc vendredi qui vient, le 1er novembre, on sera devant le Père-Lachaise, le cimetière parisien. Et le crématorium du Père-Lachaise, qui est un crématorium qui fait partie du patrimoine des monuments historiques français, a été privatisé il y a peu. A été privatisé par le grand groupe Funecap, le deuxième grand groupe funéraire en France. Et donc, on va faire un rassemblement devant le Père-Lachaise pour évidemment proposer la sortie du marché lucratif du monde funéraire, que illustre la privatisation du crématorium du Père-Lachaise, et proposer une piste de sortie qui est notre proposition de sécurité sociale de la mort. Ça sera le 1er novembre, après-midi. Donc, avis aux Parisiens, ils seront évidemment les bienvenus pour venir nous rejoindre et donner de la voix à ce combat. Et en plus de ça, il y aura du coup une tribune qui paraîtra dans Libération la veille ou le surlendemain ou le lendemain de cette action à Père-Lachaise, qui du coup signée par des coopératives, par la CGT funéraire, un syndicat, par les députés que Jean-Loup a cités tout à l'heure, et par un nombre de personnes qui ont un lien, les universitaires qui ont un lien avec le monde de la mort. Donc voilà, la Toussaint est malheureusement ou heureusement, on ne sait pas, un moment où on parle plus de la mort que d'autres. C'est le moment où il y a des articles qui fleurissent dans les journaux. Exactement. Et donc du coup, on profite de ce moment médiatique de la mort, trop rare mais qui existe, pour pouvoir parler de notre proposition. En tout cas, merci messieurs. Merci Gaël qui était avec nous au téléphone. Vous serez à cette manifestation du 1er novembre avec le collectif de la sécurité sociale de la mort? Bien sûr. Très bien. Très bien. En tout cas, je vous souhaite également de pouvoir
parce que le discours que vous avez tenu tout à l'heure était humain, et donc j'espère que vous allez pouvoir poursuivre dans cette volonté-là, dans ce métier-là, parce que je pense, et pas je pense, je le sais, les familles endeuillées en ont besoin, des gens un peu plus humains et pas que des gens qui pensent au capital. Et effectivement, je reprendrai une de vos phrases, vous avez dit dans une interview, le capitalisme et la mort, ça ne marche pas ensemble. Donc très bien, et on va terminer là-dessus. Merci à tous et à tous de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce numéro de l'Actu C'est Vous, j'en perds mes mots. Si vous souhaitez intervenir, apporter votre témoignage ou tout simplement donner votre opinion sur un sujet, il vous suffira de laisser un commentaire sur nos réseaux sociaux ou nous écrire à actu@lemediatv.fr. Si vous avez raté le début de cette émission ou que vous souhaitez la revoir en entier, ne manquez pas sa rediffusion ce soir à 22h sur le canal 165 de la Freebox. N'oubliez pas que sans vous, le média et ce type d'émission n'existerait pas. Donc chaque don, chaque abonnement, chaque partage ou like est primordial. Alors n'hésitez pas, faites des dons ou abonnez-vous à partir de 5 € par mois sur soutenezlemediatv.fr. Il n'y a que de cette manière que l'on pourra se développer et être pérenne. Ce soir à 18h30, vous retrouverez Toujours Debout, présenté par Nadia Lazouni. Merci encore pour votre fidélité et n'oubliez pas, l'actu, c'est vous. Je vous souhaite une très bonne journée sur le média.